Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier numéro de l'émission Gerfo. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Christian Eudeline. Christian, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, alors Christian, vous êtes journaliste, critique musical, vous écrivez notamment dans VSD, Les Échos, vous collaborez avec des chaînes de télé, dont France 2, vous avez écrit de nombreux livres, dont Nos années punk, Anti-Yéyé, le rock gothique, les 100 albums cultes du hard rock au métal, des biographies de Jean-Louis Aubert, Daniel Darc, Michel Polnareff, Christophe, Alain Camp, Little Bob, Jacques Dutronc. Vous travaillez la nuit, H24? Non, le matin. Et c'est le matin où le téléphone ne sonne pas. Donc en fait, c'est le meilleur moment pour travailler. Entre 7h du mat et 11h. Waouh, parce que pour écrire tout ça, j'ai l'impression qu'il faut 200 ans, quoi. Non, il faut de la passion et de l'envie. Ça va vite, ouais. Puis en plus, Daniel Darc, ouais, par exemple, il y avait beaucoup de choses à dire. En fait, ça s'entremêle quand même. Hein. Daniel Darc était quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser et de rencontrer. On va dire que c'est un livre que j'ai écrit sur 20 ans, c'est-à-dire que j'ai souvent consigné des petits souvenirs d'après-midi passés ensemble. J'avais entrecoupé sa vie ou les souvenirs que j'en avais d'interviews, parce que je m'étais aperçu que quand je discutais avec le pote, c'était devenu un pote, on se posait pas de questions, on se disait bonjour, comment ça va, on parlait de sa mère, de ma mère, de ma fille par exemple, de la famille, quoi, ou des choses courantes. Par contre, quand je le rencontrais sous la casquette VSD, Nova ou c'est d'aujourd'hui pour France 2, là je lui posais des questions que je n'aurais jamais osé lui poser dans la vraie vie. Donc c'était très différent. Et ce que je voulais dire, c'est que Daniel Darc, Alain Camp, Christophe, pour moi c'était une sorte de trilogie, les trois allaient ensemble, parce que Christophe et Daniel Darc ont joué ensemble. La première fois que je vois Alain Camp sur scène, c'était en 86 au Rex Club. Et en fait, il faisait un groupe avec Daniel Darc. C'est assez intimement lié quand même, quoi. Donc les histoires s'entremêlent. Je raconte pas la même chose parce que je vais dans des univers différents et je prends des points de vue autres à chaque fois. Mais voilà, c'était une sorte de cycle. Il se trouve que l'émission s'appelle Gerfo, on aime l'art de vivre, on aime les bons vins, et l'alcool c'est un truc très présent dans le rock. On voit des photos de Keith Richards, Motley Crue, Guns N' Roses, souvent avec une bouteille de Jack Daniels. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ça dans le rock, cette espèce de culte du whisky un peu, et des cuites, quoi? Alors, c'est compliqué parce que c'est quand même très cliché, quoi. Le Jack Daniels, sa boisson rock'n'roll, on pense à Philippe Manœuvre dans les années 80 qui buvait une bouteille de Jack Daniels tous les jours. Il l'a raconté. Hein. Et quand vous avez Motley Crue ou des groupes comme ça qui s'affichent avec des bouteilles de whisky, oui, c'est Alice Cooper qui a passé 25 ans dans l'alcool, vous avez des exemples très précis. Marilyn Manson, quand vous le rencontrez, il est toujours bourré. Oui, il y a des alcooliques. Et j'ai envie de vous dire, comme partout, comme au troquet dans bar, hein, l'alcool est présent dans la vie, c'est pour ça qu'il est présent dans le rock. Quels sont vos artistes préférés? Les artistes, beaucoup d'artistes sont morts, que j'aimais beaucoup. Je vais citer les Cramps et les Ramones parce que ce sont les deux premiers noms qui me viennent à l'esprit. Johnny Sanders, Daniel Darc, ils sont tous un peu morts malheureusement. David Bowie, Prince, on a eu beaucoup de pertes récentes. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup Christophe. Si on va prendre un artiste totalement d'aujourd'hui, Jean-Louis Aubert, en France. J'aime beaucoup Indochine pour prendre des groupes d'aujourd'hui. Ensuite, j'adore Alice Cooper. Je vois que Ozzy Osbourne est toujours en vie. Il vient cet été au festival Download. C'est génial. Enfin, il y a beaucoup. Il y a un choix. C'est difficile de vous répondre en 3 minutes comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'offres. Hein. Je suis allé voir Ben Harper et Charlie Musselwhite la semaine dernière. C'était extraordinaire. Voilà, on a beaucoup d'offres. Et plutôt bonne. Même Kylie Minogue, c'était pas si mal, quoi. C'était pas si mal sur scène. Voilà. Je parle du concert qu'elle a donné, je ne sais même plus où, pas au Divan du Monde, elle a donné un concert à la Bastille, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Non, vous avez beaucoup de bons groupes. C'est difficile de vous répondre là comme ça.
Voilà. En tout cas, je retiens Ozzy Osbourne, Christophe, Ben Harper, voilà, des artistes, ça que vous aimez. Est-ce qu'il y a des grands artistes? Ah, j'ai oublié les Liminanas. Je peux pas, comment j'ai pu oublier les Liminanas? C'est une des plus grandes claques du moment. Avec toute la clique, hein, les Brian Johnson Massacre, je sais pas pourquoi. Jack White. Ils ont joué le même soir à Paris, là, il y a 15 jours, 3 semaines. Et c'était vraiment un dilemme pour tous les fans de rock, on va dire. Vous aviez Jack White qui jouait à France Inter, vous aviez les Liminanas qui jouaient au Trianon, je parle pour les Parisiens, je suis désolé. Et c'était un dilemme, vous avez un mec qui est le nouveau Prince, mais côté rock. Et puis vous avez un des groupes français les plus intéressants du moment. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez aller voir Carmen Maria Vega sur scène, c'est beaucoup plus indépendant, c'est vachement bien. Son dernier album est magnifique. Vous avez une petite gonzesse qui s'appelle Victorine, qui fout le feu à chaque fois qu'elle joue. Vous avez la troupe du cabaret de Madame Arthur, qui reprennent des vieilles chansons déguisées en drag queen. Non, vous avez vraiment une offre pléthorique, quoi. Oui, je parlais dans l'histoire, quoi, dans l'histoire de la pop et du rock, voilà, vos artistes. Ah bah dans l'histoire, si on commence à Elvis, et Vince Taylor et Serge Gainsbourg, l'émission va durer plusieurs heures, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pas facile alors pour les rock critiques, j'ai l'impression de dire leur top 3, voilà, ou leur les top 3, c'est forcément lié à une rencontre, donc perso c'est les Ramones, c'est les Cramps. Ouais, les Ramones, c'est les Cramps, d'accord. Ouais. Donc Joey Ramone, lui, il est parti il y a une quinzaine d'années, je crois. À peu près. Ouais. Ça devait être un choc, j'imagine, pour vous, parce que... Ouais, parce que c'est des gens qu'on a écouté gamin. Alors je dis pas que je les écoute tous les jours, j'en ai pas besoin, j'ai tellement écouté gamin que voilà, mais quand vous voyez une campagne de pub quand vous voyez des t-shirts dans la rue soudainement qui apparaissent avec des gamines qui ont 14-15 ans et qui ont Joey, Johnny, Didi et Marc marqués comme ça sur le t-shirt noir et blanc, ils savent même à peine qui c'est, vous dites tiens, les Ramones, moi je les ai vus sur scène, là vous prenez un coup de vieux, en même temps c'était vraiment un grand groupe, quoi. Le groupe le plus incroyable. Heureusement, j'ai envie de dire, Iggy Pop est encore vivant, c'est indissociable, parce que le jean déchiré des Ramones a été piqué à celui de Iggy Pop à la période des Stooges, sur le double album, quand vous ouvrez la pochette de Funhouse, c'est la première fois qu'un type ose arborer un jean déchiré sur une pochette de disque. Voilà, c'est plein d'infimes détails comme ça qui ne parlent qu'à 10 ou 15 personnes, mais que vous prenez en pleine gueule dans la journée quand vous vous promenez au Hall, au Citadium, rue de Rennes, et puis vous voyez une gamine qui a le t-shirt Ramones, ça vous parle, quoi. Puis ça vous fait plaisir. Groupe, on peut le dire pour les auditeurs, sous-estimé, parce que... Non, pas sous-estimé. Le groupe, il était plébiscité par tous. C'était un groupe qui avait du succès, les albums vendaient, tout le monde savait qui étaient les Ramones, ils tournaient aux quatre coins du monde. Même si le dernier passage à Paris était en banlieue, en 1995 ils sont joués au Plan, mais ils n'ont pas joué à Paris intramuros. L'année précédente ils avaient quand même réussi à jouer, à doubler, faire le Plan et Paris intramuros. Mais non, c'était un grand groupe, c'était un groupe qui déplaçait, qui déchaînait les passions d'abord, et qui déplaçait les foules, j'ai envie de dire. Mais c'était pas encore peut-être des grands festivals, il n'y avait pas les festivals... Ils ont pas fait les Eurocaines ou Rock en scène, etc. parce que ce festival n'existait pas vraiment encore. Mais c'était un groupe qui n'a pas été sous-estimé. Alors, il y avait des fans, Stephen King ouais. disait que les Ramones c'était l'un des plus grands groupes, et il avait raison. On a un petit désaccord avec Christian Euglin, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, il m'avait semblé que c'était sous-estimé parce que dans la presse, on parlait parfois d'un groupe qui jouait fort, vite, mais qui n'étaient pas forcément des super musiciens. Et moi, je pense que justement, les fans, ont compris que c'est quand même des très bons musiciens, quoi. Le mensuel Guitariste Magazine, dans toutes ses éditions, américaines, anglaises, allemandes et françaises, avait interviewé Johnny Ramone, parce qu'il s'était rendu compte que sa manière de jouer, très très basse, il portait la guitare très très bas et que embarré, et puis très très rapide, était une putain de façon de jouer, quoi. Je suis pas du tout d'accord. Bon. Eh ben, on continue quand même l'émission. Mais voilà, Christian, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des artistes justement à qui vous reconnaissez beaucoup de talent, mais c'est pas votre truc. Vous dites voilà, tel groupe, tel chanteur, hyper talentueux dans la mélodie, dans les paroles et tout, mais c'est pas mon truc. Le jazz, Miles Davis, John Coltrane, Keith Jarrett, ça me gonfle.
Voilà, ça me touche pas. Et dans le rock? Ah, et dans le rock, des gens qui seraient... Ah bah alors, tous les guitaristes démonstratifs, hein, Steve Vai, Joe Satriani, moi ça me touche pas du tout. Yngwie Malmsteen? Pardon? Oui, oui, voilà. Pourtant, il est dans le... Oui, non mais... Dans le livre. Voilà, énormément de respect parce qu'ils font quelque chose. Et moi, ça me touche pas. Voilà. Mais on va dire que professionnellement, je vais m'y intéresser. Je n'aime pas trop, de toute façon, le prog. Ange, qui est un petit enfant du prog, Magma, je suis pas un fan de Magma, tout ce qui est prog, Yes, ces groupes-là, quoi. Alors Magma, c'était pas hyper démonstratif. Ils étaient doués, c'était original, ils avaient le cobayen, une nouvelle langue, etc. Mais c'était pas ce que j'appelle du Steve Vai avec de la démonstration virtuose, quoi. On est totalement d'accord. Mais vous me demandez des groupes que je n'aime pas, Ouais, d'accord. auxquels je reconnais un talent. Mais il y a le prog et il y a aussi le démonstratif. Ouais. Exactement. C'est vraiment ce qui... Et quand c'est un peu trop de jazz rock, voilà, des groupes, je connais même pas les noms, quoi. Tout ce qu'on appelle le jazz rock, une vague californienne. Les mecs qui accompagnent Paul Naref aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu côté démonstratif, un peu côté jazz. Un peu ce que va faire Earth, Wind & Fire aujourd'hui, c'était vachement bien au début, mais quand ça donne trop dans un genre hybride comme ça... Les musiciens de King Crimson, par exemple. Ah bah voilà, ce que je déteste complètement. Robert je ne sais même pas ce que c'est. J'ai essayé, hein, j'ai acheté les albums, j'ai écouté, mais ça me laisse totalement froid. Bon, eh ben, chers auditeurs, on va pas passer de King Crimson, voilà. Ah non. Bonne nouvelle pour certains. Quels sont les artistes, Christian, qui vous ont le plus impressionné en interview? Impressionné Ozzy Osbourne, sans conteste. Vous avez l'impression d'être dans la série télé de Osbourne Family, vous l'avez en face de vous, il vous regarde, il a une sorte d'attitude très simiesque. Une question sur deux, en fait je comprendrai un petit peu au fil de l'interview que quand il n'a pas envie d'en parler, il dit je comprends pas ce que tu me racontes. Et en fait il va s'éclairer ou s'illuminer sur des sujets très, très étonnants. À un moment, je parle des Beatles, alors là, il était intarissable sur les Beatles, alors que je ne pensais pas du tout que Ozzy Osbourne allait m'entretenir de sa passion sur les Beatles, du plus grand choc de sa vie, etc. C'était vraiment un groupe qui a été très très important pour lui. Quand vous lui parliez de la concurrence, AC/DC par exemple, il n'avait pas grand chose à dire. Mais c'était quelqu'un de très impressionnant dans tous les sens du terme. Iggy Pop, c'est un mec... qui est passionnant, qui est extraordinaire, qui parle un peu français, qui est cultivé, vous pouvez... Et puis il n'a aucun tabou, il parle de ses années de dope, il parle de ses gonzesses, il parle de tout. C'est vraiment une rencontre que je souhaite à tous les journalistes. Ensuite, vous apercevez très rapidement que tous les anciens, je comprends là-dedans, par exemple, Alice Cooper... Je vais inclure aussi Jimmy Page, il a des jours sans, des jours avec, mais quand Jimmy Page a envie de parler, il vous raconte plein de choses. Les anciens, quand ils jouent le jeu, ça se passe très très bien. Lemmy Motorhead, il avait un jour sur deux, c'était très très bien. Donc quand il a envie de parler, il vous livre un super interview. Si vous avez un tout petit peu travaillé, c'est-à-dire vous êtes au courant de son actualité, vous savez qui est le mec, ce qu'il a raconté, puis vous essayez de lui sortir une histoire qui n'a pas été empruntée sur Wikipédia. Le mec va essayer de vous donner des réponses très très positives ou très intéressantes. Ils savent le faire. Alice Cooper, il est venu à Paris l'année dernière, il vient assez rarement maintenant. Et le mec avait plein de choses à vous raconter, de sa découverte du Grand Guignol à Paris, où il a volé le haut de forme. Il va aller à l'Alcazar de Paris le même soir ou le lendemain, il vole le haut de forme au maître de cérémonie. La France était vachement important pour lui. Voilà, ce sont des gens qui ont une histoire, c'est important des gens qui ont une histoire. Je vais faire un parallèle, quand vous rencontrez Enrico Macias, c'est 10 fois plus intéressant que quand vous rencontrez Amir ou Tal. Les gens, ils ont une histoire. Enrico Macias, il a une histoire. Adamo, il a une histoire. Nana Mouskouri, elle a une histoire. Évidemment, il faut avoir envie d'y aller, mais Nana Mouskouri, pour les fans de hard rock, tout le monde sait qu'elle a partagé l'affiche avec Led Zeppelin en 69 à l'Olympia. Et je demande à Nana Mouskouri, vous aviez prévu des boules de caisse, c'était comment? Vous avez
vous avez assisté au concert? Et elle me répond, ça vaut pas mes copains d'ACDC. Voilà. Et je pensais que c'était une réponse qu'elle m'avait préparée pour moi, par sympathie, par ironie. Elle me dit non, non, mais c'est des vrais copains, je rate pas leurs concerts quand je suis en Australie, et eux viennent aussi à mes concerts, on est copains, on va manger ensemble. Voilà, donc pour résumer, je dirais que c'est quand même, et malheureusement, les gens qui ont une histoire qui sont les plus intéressants. Intéressant. Mais c'est marrant, ouais, parce que je vous pose la question, et tout de suite, c'est Ozzy Osbourne et Iggy Pop qui venaient parmi les gens les plus intéressants, deux personnalités complètement différentes, quoi. Parcours, alors ils ont tous les deux une histoire, donc passionnant, mais complètement différent, quoi. Ozzy Osbourne n'a jamais lu un livre. Il le raconte, hein, il me l'a raconté, il le livre dans son autobio, c'est que quand il lit un livre, il commence la page, et en bas de la page, il ne se souvient plus ce qu'il y a marqué en haut de la page. Donc il va rester 15 jours dessus avant d'en tourner une deuxième, il est incapable, il ne sait pas comment lire, il n'a jamais compris, il a jamais... Il y a cette anecdote où il est en tournée avec Motorhead, et puis il voit Lemmy qui prend des bouquins, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je lis des livres. »« Et comment tu fais ?» C'est ça la question de Ozzy à Lemmy, comment tu fais pour lire un livre ? Iggy Pop, c'est quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui est fan de Michel Houellebecq, parce qu'on est français, on est fiers de ça, il a fait un film avec lui, etc. Et voilà, vous pouvez en parler. Un des premiers interviews que j'avais fait avec Iggy Pop, c'était au moment où Michel Houellebecq parlait de Raël dans son livre, et voilà, ça vous change de tourner rock, bière, dope et groupie, quoi. Alors, les auditeurs auront appris quand même quelque chose d'incroyable. Nana Mouskouri donc aime ACDC et elle aimait aussi Jimmy Page, mais moins. Voilà, exactement. Elle m'a dit ACDC c'est quand même beaucoup mieux que Led Zeppelin. J'en fais une parenthèse pour les auditeurs. Là, je reçois quelqu'un que Robert Plant appelle le matin à 10h. J'avais entendu ça. Robert Plant vous appelle un matin, vous pensez que c'était votre meilleur ami qui s'appelle Robert, donc vous lui dites ouais écoute Robert, m'embête pas, bon, t'as pas autre chose à faire, et de toute façon si c'est vraiment Robert Plant, vas-y chante. Et Robert Plant se démonte pas, il chante. Oui, c'était une belle entrée en matière, ça l'a fait marrer. Ça l'a fait marrer parce que c'est quelqu'un qui parle peu, tous les journalistes sont plutôt avides de questions, de le questionner, quoi. Et moi il m'appelle 4 heures avant et je lui dis j'ai autre chose à foutre, quoi. Et il parle pas français, mais il comprend un peu le français. Donc au début, il dit mais non, mais je suis le I'm the real Robert Plant. Je lui dis ouais, et je me fous de sa gueule, quoi. Et ça l'a fait marrer. Je pense que c'est ça, en fait. Ces gens-là, quand même, après, avec ces carrières incroyables qu'ils ont, ils se prennent pas tant que ça au sérieux. Et il n'y avait pas meilleure entrée en matière. Le mec, il se met voilà, il se met à chanter au téléphone. Et là, je réalise que c'est lui. Je vais chercher mon magnéto et puis l'interview a duré 1 heure et quart. Avec lui, c'était un grand fan de musique arabe. Je me souviens très bien de ça. On avait parlé de Rachid Tahed, de musique arabe et des Gouana. Voilà, le gamin, il rêvait d'aller, et il y est allé plus tard, il rêvait d'aller au Maroc, suivre les poètes beats, voilà, le genre de conversation qu'on peut avoir avec Robert Plant. Alors, autre question, Christian, moi qui suis donc un des plus gros fans, je pense, de Led Zepp. Pourquoi les gens qui ont succédé à Led Zeppelin ont retenu que le côté hard? Led Zeppelin s'inspirait du folk, ils ont travaillé avec Roy Harper, et puis il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup d'acoustique chez Led Zeppelin, et finalement les gens qui viennent dans la foulée de Led Zeppelin ne prennent que le côté hard, quoi. Et on n'a pas retenu toute la culture Led Zeppelin. Il y a l'ésotérisme, il y a toute une culture dans les paroles, dans la musique. Il n'y a pas que du blues et du rock saturé chez eux. Parce qu'il n'y a qu'une seule chanson qui est bien, c'est Good Times, Bad Times, non, c'est ça? C'est la première chanson qui ouvre le premier album. C'est ça la première chanson de Led Zepp du premier album, non? Juste après, il y a Babe I'm Gonna Leave You qui est acoustique. Non, mais après, c'est difficile de répondre. Les meilleurs albums de Led Zepp sont les 3-4 premiers. Vous n'allez pas trouver un fan de Led Zepp qui va vous soutenir mordicus que les 2-3 derniers sont des chefs-d'œuvre absolus qu'il faut écouter et réécouter plus que les autres. C'est compliqué de répondre le fameux album aux vieillards, on ne sait pas comment on l'appelle, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu leur donner de nom en plus. Bon. Mais je pense qu'ils ont joué de ça. Hein. Ils ont joué, c'est-à-dire que il y a quand même un jeu, il ne faut pas le prendre autant au sérieux que ça. C'est-à-dire que l'ésotérisme, etc., tous les décryptages de pochettes,
C'est de la musique à la base quand même. Hein. C'est pas autre chose que de la musique. L'idée du groupe, c'est quand même de faire passer un bon temps. Il n'y a pas de message. Mais justement, je parlais de la musique. La non, musique, mais là, elle est quand on acoustique. va sur l'ésotérisme, quand on va sur tout ça, c'est des lectures ou des sortes comme la pochette du premier album de Black Sabbath avec la sorcière. C'est une pauvre mannequin qui a posé là. C'est pas du tout. Puis c'est pas un manoir hanté. C'est pas faut arrêter le délire. On peut raconter des histoires, des jolies histoires, faire comme le Pierre Bellemare de notre enfance, mais ce n'est que de la musique, c'est pas autre chose. Justement, Christian, ma question est portée là-dessus. L'album préféré de Led Zeppelin, c'est Coda? Non, c'est pas Coda, c'est les 3-4 premiers. C'est bien ce que je dis. Et dans les premiers, notamment le troisième, il y a beaucoup d'acoustique. Alors je parle pas d'ésotérisme, mais pourquoi on retient que le hard et les gens qui vont s'inspirer de Led Zeppelin ne font que du hard et ne vont pas retenir, c'était ma question en fait. Quand je parlais de l'ésotérisme, c'est accessoire bien sûr, hein, c'est complètement secondaire, mais il y a des belles paroles et puis il y a de l'acoustique et les gens qui viennent dans la foulée de Led Zeppelin, ils retiennent que le côté hard saturé et pas le côté acoustique. Mais est-ce que des groupes comme Scorpion, quand ils font des slows, des ballades, je vais citer Scorpion parce que c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, mais il y a beaucoup de ballades hard rock, Europe, etc. Est-ce que toutes ces ballades acoustiques ne viennent pas de là? Je pense. Donc je suis pas totalement d'accord là. Quoi. Et les paroles, vous les trouvez d'aussi bonne qualité chez AC/DC que chez Led Zeppelin? Pour moi, j'adore AC/DC. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture. L'Australie est un pays beaucoup plus roots que l'Angleterre. C'est pas du tout la même culture, le même contexte. Hein. Il y a quand même une petite dizaine d'années quasiment qui les séparent. La boisson, hein, pour revenir au tout début de l'interview, la boisson est beaucoup plus présente chez AC/DC. Le cul est beaucoup plus présent chez AC/DC. Led Zepp, il y a un côté un peu dandy, réservé, anglais. On a deux groupes qui sont issus d'une culture complètement différente. Donc c'est difficile de les comparer. Jamais Led Zepp ne se serait permis d'enregistrer une chanson sur une maladie vénérienne. Parce que ça ne fait pas partie de leur culture, on n'en parle pas, on les cache en Angleterre. Donc c'est trop différent. On est dans la même famille, parce que on est dans la famille du hard rock que la France va adorer. Hein. La France, plein d'autres pays, mais AC/DC quand même a une histoire particulière avec la France. Hein. Il faut penser que le premier long métrage, premier film où on va voir AC/DC jouer, c'est une production française. C'est trop différent, quoi. C'est trop différent. Vous avez 25 000 km entre les deux nations. C'est difficile de comparer. Quoi. Même si vous avez des liens, hein, le blues, les deux groupes sont fans de Chuck Berry et de tous les bluesman, mais peut-être que les mecs d'ACDC jouaient un petit peu moins bien aussi, c'est-à-dire que vous n'aviez pas une section rythmique aussi importante que Led Zepp. John Paul Jones, John Bonham, chez Led Zepp, chez AC/DC, ça me pêche un petit peu, peut-être ça. C'est surtout l'histoire d'un hurleur et d'un guitariste génial, dans les deux cas. C'est compliqué de comparer hein, comme ça. Voilà. Et les paroles, c'est pas les mêmes. Voilà, il y en a qui sont. Je pense pas que les mecs d'ACDC aient eu le temps d'aller à l'école, par exemple. Alors que les mecs de Led Zepp sont plus éduqués, mais au premier sens du terme. Ah, c'est important. Hein. Il a 13-14 ans, Angus Young, quand il commence à jouer de la guitare professionnellement dans le groupe de son grand frère, qui est l'ex-Exhibit. Il a 14-15 ans quand l'autre le conduit à jouer sur un album. C'est qu'il n'a pas le temps d'aller à l'école, quoi. Christian, on va faire une petite pause et on va retrouver la chronique de Monsieur Pompaer. Monsieur Pompaer, c'est un personnage qu'on retrouvera dans toutes nos émissions Gerfo. Il a vécu 1000 vies, vous allez voir. À tout de suite. Joe North. Il faudrait qu'un jour je pense à remercier Joe North. Joe était un Californien en longs cheveux blonds, mais pas franchement type surfeur. Lui, c'était plutôt t-shirt noir, Ozzy Osbourne et teint blafard, même en plein été.
Beaucoup plus Birmingham, Angleterre que Birmingham, Alabama. On s'est rencontrés en camp de vacances du côté de Greenville, petite bourgade au cœur de la Sierra Nevada. Je devais avoir 13 ans. Au début, je me demandais qui était ce drôle de type qui avait l'air de vouloir éviter le soleil. Il passait une grosse partie de son temps en intérieur, un casque sur les oreilles en train d'agiter la tête d'avant en arrière et les yeux toujours fermés. Il se trouve que Joe et moi occupions le même lit superposé. Moi en haut et lui en bas. La plupart du temps, je l'ignorais et je passais mon temps à la piscine ou à explorer les environs. Pourtant, un soir de juillet, tout changea. Les moniteurs, comme counselors, comme on les nomme là-bas, venaient de signaler l'extinction générale des feux. Le camp était silencieux et baigné dans une douce lumière de pleine lune. J'étais sur mon lit, en train de m'assoupir, et à un moment, j'entendis un dum-dum-dum-dum-dum, répétitif et qui provenait du lit de Joe. Je me suis mis sur le ventre et en me penchant légèrement par-dessus la rambarde du lit, j'ai jeté un œil. Joe était sur son lit, comme d'habitude, sourire béat, les yeux dans le vide. Il m'aperçut et retira son casque. On se regarda comme ça pendant quelques secondes, sans rien dire. Puis je finis par lui demander « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Joe eut un grand sourire. Je crois que c'était la première fois depuis son arrivée que quelqu'un s'intéressait à sa musique. « AC/DC, tu veux écouter ?» Je fis signe que oui et ma vue fut transformée. L'enchaînement Hells Bells, Back in Black, ces minutes marquèrent le début de mon histoire d'amour avec le rock. La légende veut que le chanteur de country, Arlan Howard, ait déclaré un jour « Tout ce qu'il vous faut pour écrire un titre country, c'est 3 accords et la vérité. 3 chords and the truth. » Beaucoup de mes groupes préférés, eux, que ce soit les Ramones ou AC/DC justement, ne s'embarrassent pas. Cliff Williams a dû jouer la même ligne de basse, le fameux Dum Dum Dum, que j'ai entendu cette nuit-là sur un paquet de titres. Le lendemain, j'ai marché avec Joe dans les collines aux alentours. Il portait un t-shirt Iron Maiden et je lui demandais avec toute la naïveté de mes 13 ans pourquoi il aimait tant le rock. Je ne faisais alors pas encore la distinction entre les différents styles, hard rock, heavy metal, etc. Pour moi, tout entrait dans la grande famille du rock. Il s'arrêta, réfléchit quelques secondes, puis me répondit tout simplement « Ben, c'est quand même mieux que le disco. » Ça se tient comme réponse. Un Français aurait pu répondre « Ben, c'est quand même mieux que la variété. » C'est con, mais c'est vrai. Faites le test. Entrez dans n'importe quel troquet en France. Si jamais on entend Nuit de folie, de début de soirée, c'est la déprime garantie, avec flashback des mercredis à regarder Sacrée Soirée avec ses parents. Qu'il passe Jumping Jack Flash, là en revanche, vous devenez Robert De Niro, faisant son entrée avec 2 poulettes sous les bras dans Main Street. Sans forcément le savoir, Joe m'avait révélé une grande vérité. Le rock, c'est une bande-son pour la vie. Vous ne me croyez pas, prenez tous les moments marquants de votre vie et vous trouverez un titre qui pourrait correspondre parfaitement. Vous commencez à tomber amoureux d'une fille, Teenage Kicks, des Undertones, un excellent support pour ce genre de situation. Vous cherchez un truc pour vous donner du courage et faire le premier pas, il y a le choix. Mais si vous n'avez pas trop peur, si vous optez pour une approche virile et limite arrogante, alors Whole Lotta Love de Led Zepp, ça fera l'affaire. Pour les plus timides ou romantiques, un God in the House des Beach Boys vous correspondra mieux, avant de pouvoir imaginer une vie parfaite à deux avec Wouldn't It Be Nice. Vous êtes pris un râteau? While My Guitar Gently Whips, ça marche pas mal dans cette situation. Pour les plus dépressifs, un petit coup de Sister Morphine des Stones ou Héroïne de Velvet Underground pourront nourrir votre petit spleen narcissique. Et qui n'aura pas eu envie de se bastonner, au moins dans sa tête, par exemple, contre un rival amoureux, sur I Fat Zello des Clash ou encore sur Ice of Pets de Motorhead. Un jour, un ami me confessa que lorsque nous étions étudiants, et pas des gros tombeurs, il était parfois content de se verser un verre après une soirée, seul, chez lui, et de se lamenter en écoutant Miss Misery d'Elliott Smith. Il se remontait le moral à coups de Rolling Stone avant de se coucher sur Always on My Mind d'Elvis. Le truc, c'est qu'il pouvait passer ce qu'il voulait sur sa platine sans rien demander à personne. Ça, c'était parfois mieux que de se ramener une fille. Pour les losers que nous étions, au moins, le rock était un ami qui ne vous laissera jamais tomber. Sans le rock, je pense que j'aurais été un con qui danse la Macarena en boîte de nuit, ou qui connaît exactement la chorégraphie à suivre sur Saturday Night de Wakefield dans les soirées étudiantes. À la place, j'ai choisi d'envahir la scène pour danser avec Iggy Pop et les Stooges. Je me suis fait écraser contre les barrières à un concert des Libertines. J'ai aussi encouragé Rick Millman, le guitariste des Zen Guerrilla, lors d'un solo épique joué à genoux et entouré par une douzaine de fans bien imbibés, en train de brailler à s'en faire exploser les cordes vocales. Le lendemain, j'avais une extinction de voix, une migraine de la mort et mal aux côtes. Signe que la soirée avait été tout simplement rock and roll. Ma vie
aurait sans doute été très différente si mon compagnon de chambrée, en ce mois de juillet, il y a bientôt 30 ans, avait été fan de Bananarama. Oui, il faudra qu'un jour je pense à remercier Joan Orof. Nous revoici en compagnie de Christian et j'espère que vous avez apprécié la chronique de Monsieur Pompaer, ce personnage exceptionnel qui a vécu 1000 vies. Alors Christian, comment vous définiriez ce que vous ressentez quand vous écoutez une chanson, que ce soit la première écoute ou la 50e, 60e écoute? Alors, lorsque c'est une première écoute complète, c'est difficile de dire on aime cette chanson, on a envie de la réécouter. La curiosité est attisée. C'est ça il y a un truc qui va faire tiens j'ai envie de la réécouter, il y a un truc que j'ai pas bien entendu ou j'aime bien la mélodie. Voilà. Ça c'est la première découverte d'une chanson. Ensuite, les vieux morceaux, on n'écoute pas de la musique gratuitement. C'est comme quand vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma pour avoir des émotions. Vous avez envie de rire, de pleurer, ou que ça vous amène une pensée, que ça vous emporte quelque part. Très souvent, les musiques que j'aime, personnellement, elles me ramènent un souvenir qui peut être triste, joyeux, un moment où ça me rappelle un concert. C'est comme ça que je définirais l'amour de la musique. Les chansons qui nous marquent, elles nous amènent des émotions, des envies de sourire parce que ça nous rappelle un pote, une gonzesse, une soirée. On n'écoute pas de la musique béatement en attendant que ça passe. C'est pas pour habiller l'espace, c'est pour dégager des sentiments. C'est exactement comme le cinéma. On ne va pas regarder des histoires, on essaye de soulever des émotions. Moi, la première fois que j'ai entendu Led Zeppelin, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, hein, mais après j'ai réalisé que je me sentais connecté à quelqu'un, quelque chose qui exprimait, qui me faisait ressentir plein de choses que j'avais au fond de moi. Ça peut être du désir, du plaisir, ça peut être de la colère, de la joie, l'envie de s'éclater, de partager des moments avec des copains. Bizarrement, j'ai jamais ressenti ce que beaucoup de fans ressentent pour les artistes français, parce que c'est là que j'ai eu le plus de témoignages. Très souvent des artistes, alors que ce soit Tienne Dao, Marc Lavoine, Renaud, Alain Souchon, qui vous voulez, plutôt de la variété, parce que c'est ça que je pense. Jean-Louis Aubert me l'a dit souvent. Des gens dans le public viennent les voir en leur disant « Ah, ce que tu as chanté, c'est exactement le moment que je ressentais. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est ce que je vivais, etc. » Alors, moi, personnellement, jamais. J'ai eu toujours ce recul avec la musique. Jamais je me suis dit « Tiens, il a raconté ce que j'avais envie de raconter. » Jamais. Peut-être un manque, hein, peut-être pas encore. Même des gens qui étaient proches, Daniel Darc, etc., j'ai jamais eu cette sensation d'être à leur place ou qui parlaient pour moi. Par contre, voilà, oui, il y a l'émotion qui se dégage de cette musique, et j'ai toujours fait un distinguo, c'est-à-dire que jamais je me suis pris pour le musicien ou l'artiste qui écrit. Je suis de l'autre côté, je reçois. Une histoire, quelque chose que l'on me raconte. Voilà, la différence, elle est peut-être là avec le fan. Hein. Les fans, très souvent, vont dire à leurs artistes fétiches « T'as raconté ce que j'avais envie de dire. » Voilà. Moi, j'ai jamais été dans cette sensation-là, hein. Même pour les Cramps, les Ramones, que j'ai écouté encore une fois, qui étaient les groupes qui ont habillé mes années d'enfance. Jamais je me suis dit, tiens, j'aurais pu écrire Sheila is a Punk Rocker, ou c'est exactement ce que je pensais en allant à l'école. Mais des émotions quand même. Des émotions. Alors, l'émotion dont tu parlais, c'est peut-être le fait d'appartenir à une sorte de secte secrète, si tu veux rester sur le thème ésotérique, mais d'appartenir à une bande. On a des sortes de déclics comme ça. On n'a pas. Si vous arborez un t-shirt ou un badge, ou quand vous entendez quelqu'un dans une conversation. Ça m'est arrivé ce week-end, une fille qui dit à son mec tiens, il y a un Cramps là. Et en fait, où ça, il y a un Cramps. Elle voulait savoir si son mec il dormait encore, il était 6h du matin. C'est des petits signes comme ça. Vous prenez un disque, vous croisez quelqu'un dans la rue qui se promène avec un disque, hein, c'est l'histoire de Mick Jagger et Keith Richards, que vous connaissez, qui n'est pas aussi célèbre que les Rolling Stones ou les Beatles ou Led Zepp ou qui vous voulez.
vous avez l'impression d'appartenir à une petite secte. Ça arrive assez souvent. C'est-à-dire que, ah mais tu connais ça, mais oui, bien sûr, il y a une sorte de langage d'initié qui existe encore avec Internet, hein, parce qu'avant, on n'avait pas d'informations. Il fallait vraiment fouiller. Les disques n'étaient pas forcément accessibles. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Mais vous avez l'impression de connaître comme ça, d'avoir des messages. Pas des messages, mais d'appartenir à une sorte de bande qui écoute la même musique et qui donc a du recul sur plein de choses de la vie, etc. Vous vous sentez un petit peu différent parce que vous connaissez ces groupes-là. Ça se retrouve avec des gamins. Hein. Une fille de 16 ans, ses copains, s'ils vont parler d'un groupe, ça m'amuse qu'ils parlent de Nirvana ou je ne sais pas quel groupe comme ça qu'ils n'ont pas vu, qui n'existe plus depuis 20 ans, et dont ils connaissent que quelques chansons qu'ils verront jamais. Forcément, c'est des petits trucs, des petits échanges comme ça, des petits clins d'œil. Ça fait plaisir d'être un petit peu initié à cette culture-là. Oui. Alors, on avance après Led Zeppelin, on va arriver au punk. Il y a d'autres groupes que Led Zeppelin, donc. Oui, il y en a, évidemment, je confirme. Il y a ACDC, bien sûr, évidemment, il y a énormément de groupes. Et pour ça, bien sûr, n'oubliez pas, achetez le livre du hard rock au métal, les 100 albums cultes de Christian Hudlin, où là, vous verrez qu'il y a évidemment Led Zeppelin, mais il y a plein d'autres groupes formidables. Le punk, ça on ne peut pas passer à côté parce que vous étiez très jeune et c'est marrant parce que je vous ai entendu dans une interview dire que ouais, vous écoutiez du punk mais pas que quoi, il fallait quelquefois dans des booms des choses qui vous sortaient du punk quoi. Oui, il n'y a rien de pire que rester fermé à tous les styles de musique, c'est-à-dire que il y avait un côté très sectaire quand j'étais gamin il y a 25 ans, 30 ans. Les hardos écoutaient du hard, les gothiques écoutaient du gothique, les quepons écoutaient du quepon. Vous aviez un côté comme ça très sectaire. J'ai l'impression que ça a disparu aujourd'hui. Un gamin peut passer de Nishka PNL en passant par peut-être Marilyn Manson et puis Otis Redding ou même Chuck Berry et du vieux blues. Ça n'existait pas avant. Moi j'ai toujours eu cet attrait pour plein de musiques. Plutôt les musiques extrêmes, le hard rock, le punk rock, le gothique, l'indus, le crot, mais j'aime beaucoup aussi la variété, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une passion incroyable pour Jodassin. Voilà. Je trouve que le mec décrivait parfaitement la France des années 70. C'est pas parce qu'on est fan de Steve Littlefinger ou des Sex Pistols ou des Dames que on doit se refuser d'apprécier une bonne chanson de Jodassin. Mais après, comment on est passé à la new wave? Le punk, bien sûr, c'est pas que de la musique forte et rapide, mais comment on passe à de la new wave, je sais pas, The Cure, quoi, qui arrive dans la foulée on arrive à des synthétiseurs, de l'électro, alors que c'était des guitares électriques, quoi. Alors techniquement, les premiers synthés sont vraiment cheap et vous pouvez pas faire vraiment de programmation, etc. Discuter avec Richard Pinas, quand il vous raconte les ordinateurs des années 70, c'était vraiment du branchement note par note, c'était très 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 compliqué, très très lourd. Il y a eu des petits synthés cheap, dont Soulside ou Metal Urbain vont utiliser, et puis ça va être l'instrument de la New Wave, parce que l'instrument va déjà vachement progresser, c'est-à-dire qu'on va passer de grosses machines de Jean-Michel Jarre, le Fairlight, etc., qui vaut des dizaines de milliers de francs. À l'époque, ça valait, personne ne pouvait se le payer, il y a 3 mecs au monde qui pouvaient se le payer. Donc la musique électronique, c'est réservé à des élites, quoi. Et dans le punk, on passe de la guitare au clavier, parce que le clavier va se démocratiser. Depeche Mode est le premier groupe qui joue sans guitare à l'émission Top of the Pop, ce qui crée un scandale absolu à l'époque. Les auditeurs en Angleterre, ils écrivent, ils disent mais il n'y a pas de guitare dans ce groupe, c'est pas un vrai groupe. C'était aussi choquant d'une autre manière. Et je pense que ces groupes-là, comme Cure, Depeche Mode, Simple Minds, qui sont des enfants du punk, même U2, vont aller sur autre chose. Ils n'ont pas un propos no future. Ils pensent sincèrement qu'ils vont faire carrière, même si le no futur des punks, c'était pas le no futur par rapport à leur carrière, c'était le no futur de cette société dans laquelle ils vivaient.
Les groupes New Wave vont peut-être un petit peu moins politiser leurs propos et plus s'amuser en fait, profiter de l'époque. Le passage, il est avec des groupes un petit peu froids et distants. Hein. Pensez à Joy Division, qui est une vraie liaison entre le punk, cette folie sur scène, cette froideur, ce mal-être qu'on exprime dans la musique. Et puis ça va déboucher sur des groupes comme Cure, où le son synthétique, où le type est complètement dingue, mais c'est génial. Enfin, il a une folie géniale, créatrice. La jonction, elle se fait parce que le punk n'est pas vraiment fait pour perdurer, quoi. Il n'y a pas des groupes punk qui se sont sentis un petit peu trahis. Ils ont dit, voilà, nous on était là pour jouer de la guitare, et puis finalement ceux qui nous succèdent, ils passent au synthé, ils passent sur MTV, quoi. Il n'y a 6 jamais eu ans ce après. propos, parce que, je sais pas, les Stranglers qui sont punk, qui sont pas punk, mais qui naissent avec le punk et qui ont qu'un public de bad boys punk, il y a un synthé. Pensez aux Dan, hein, leur deuxième album, ils veulent être produits par un mec de Pink Floyd, ils vont demander à Syd Barrett qui veut pas, ça va être Nick Mason. Il y a une jonction quand même quand vous regardez un petit peu ces groupes-là, c'est-à-dire que ils savent qu'il faut avancer. Et puis le problème de la guitare, ou du clavier, c'est un faux problème. Dans tous les groupes, à un moment, il y aura un clavier. Je connais pas de groupe où il n'y aura pas de clavier. Peut-être si, les Cramps ou les Ramones. Mais, Je parlais de son synthétique, hein, clavier. Les sons synthétiques. Il y a orgamon, et puis au piano, puis il y a le synthé. Mais l'orgamon, c'était intransportable. C'était compliqué. Et puis ça appartient à l'orgamon très très... ça, vraiment, là, ça c'est un son très années 60. On est en 107, 108, Procol Harum, Eric Burdon, etc. Vous n'avez pas d'orgamon dans les groupes punk, vous n'avez pas d'orgamon dans les groupes des années 80, parce qu'il y a des instruments qui symbolisent une époque. Je pense que le synthétiseur, étant l'instrument sur lequel tout le monde va se jeter dans les années 80, ça va être l'instrument des groupes New Wave. Voilà, c'est facile, c'est pratique, c'est pas cher, et ben on va foncer là-dedans. Ça va être un côté un petit peu plus coloré aussi. Je pense que c'est uniquement de la praticité du nouvel instrument dont tout le monde veut s'emparer, quoi. Alors, on arrive dans les années 80, groupe phare U2. Comment vous perceviez U2, vous, dans les années 80? Vous sentiez que ça allait être un groupe culte? On n'en pouvait plus. Je vais pas vous mentir, on n'en pouvait plus à un moment. C'est-à-dire que quand vous avez le même groupe qui se passe tous les jours à la radio, dont tout le monde, dont tous les copains de classe vous parlent et que tout le monde va aller voir, c'est vraiment un groupe, il y a une sorte d'overdose à un moment. Donc ça, mon ressenti entre 83, 84 et 88, c'est celui-là, quoi. C'est-à-dire que on n'en peut plus, je n'en peux plus. On n'entend que ça, quoi, partout. Vous allez à une soirée, il y a du YouTube, vous allez en boîte, il y a du YouTube, vous ouvrez la télé, vous avez Bono, waouh. Et donc j'apprécierais ce groupe à partir du moment où il commence un petit peu à disparaître de la scène médiatique. Christian, en tout cas, on aura appris plein de choses. Merci beaucoup. Vous reviendrez? Eh ben oui. Ah ben c'est super si on sympa. m'invite. Ah, vous serez toujours le bienvenu. Alors je rappelle vos livres, du hard rock au métal, les 100 albums cultes chez Grund, et puis bien sûr toutes les biographies qu'on a mentionnées en début d'émission. Les auditeurs pourront les trouver sur internet. Et moi je vous dis à bientôt.